Oh, salut explorateur. Non, je n'ai toujours pas pris de cours d'acteur. Mais je recherche toujours la fameuse Pobine. Alors viens. Tum tum turum, tum tum turum, tum tum tum, tum tum turum, tum tum turum, tum tum tum, tum tum turum, tum tum turum, tum tum. Bienvenue à Bobine Achat, l'émission qui a tellement pas les droits qu'elle fait tout à la voix. Aujourd'hui, une vraie pièce d'exception. Le DVD Director's Cut d'Amadeus. Oui, messieurs, dames, le directeur l'a coupé lui-même dans l'art de la galette. Et tout ça pour la modique somme de... Donc ça nous parle de quoi, Amadeus? Eh bien, comparé à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un film qui est sur Wolfgang Amadeus Mozart. Et non, c'est plutôt un film qui en parle, et qui en parle par l'intermédiaire de ce personnage qui est juste là, Antonio Salieri. En effet, bien sûr, dans le film, on parle fondamentalement, quasiment tout le temps de Mozart, mais on en parle par l'intermédiaire de ce personnage. Notre petit Wolfie national est donc vraiment montré par les yeux de son plus grand rival, ou en tout cas qui nous est présenté ainsi. Et dans le film, ça va s'articuler sur une discussion entre un prêtre et le personnage d'Antonio Salieri, vieilli, comme vous pouvez le voir là. C'est-à-dire que pendant une partie du film, vous allez avoir vraiment ces passages-là avec ce personnage vieilli, et d'autres parties avec, quand il connaissait, quand il côtoyait Monsieur Mozart. Et ça en fait vraiment tout l'intérêt du film, mais ça en fait aussi vraiment le petit disclaimer qu'il faut que je vous fasse. Ce film n'est vraiment pas un biopic. Ce film n'est vraiment pas historique. À aucun moment il y a une volonté de vouloir faire un film historique ou de vouloir faire un film qui est réellement ce qu'il veut nous montrer. Tout ce qui est montré n'est pas vrai. Il faut vraiment prendre beaucoup de pincettes. Vous avez une vidéo, je vous mets en description pour vous expliquer le tout, mais pour être un peu plus simple, la rivalité entre Antonio Salieri et Art Mozart est vraiment beaucoup plus à nuancer. Pourquoi? Pour deux choses. Salieri va quand même, c'est grâce à lui que la musique de Mozart va être connue et reconnue, et il sera même le protecteur du fils de Mozart après sa mort. Ce sont des honneurs qui sont assez importants, et c'est quelqu'un qui, je pense, n'était pas aussi vil et méchant qu'on veut nous le montrer là. Mais, étant donné que c'est une pièce de théâtre à l'origine qui est faite en film, et donc qui est déjà une réinterprétation de la réalité, c'est une réinterprétation d'une réinterprétation de la réalité, vous imaginez bien, quand on mange du vomi qu'on revomit, c'est encore pire. Mais le film est très bien. Donc pour s'attaquer au mythe qu'est Wolfgang Amadeus Mozart, il faut forcément un autre mythe, Milos Forman. Alors c'était pas forcément le cas à ce moment-là, mais on parle quand même du mec qui a fait le meilleur rôle de Monsieur Jim Carrey. Oui, c'est Man on the Moon, le meilleur rôle de Jim Carrey, en tout cas à mon sens. C'est un film qui est grandiose, foncez le voir si vous ne l'avez jamais vu. Le meilleur rôle de... Ouais, je joue bien, Jack Nicholson, comme vous pouvez le voir, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et oui, encore une fois, Jack Nicholson, son meilleur rôle, ce n'est pas Batman de Tim Burton. Mais on en reviendra, ne t'inquiète pas. Et celui de Tom Hulce, forcément, vous le voyez, c'est dans ce film-là, Amadeus, qui est vraiment un très très bon film. Et celui de Ladislas Jakim. Oui, ce monsieur. Tu ne le connais pas? Ça ne fait rien. Moi non plus, je ne le connais pas. En même temps, un acteur des années 60 tchécoslovaque, frérot. Ok, il a joué dans l'As de pique de Milos Forman, mais c'est la seule chose que je fais que je le connais. Sur l'échelle de la hype que vous voyez juste là, vous avez votre ami Gontier qui est là, Thibaut Gontier, c'est moi. Juste en dessus, Ladislav Jakim. Juste en dessus de Ladislav Jakim, vous avez Michel de la Starac. Et oui, vous l'avez oublié. Et tout en haut des étoiles, notre Juju Lepers. Tu nous manques. Je t'aime bien Samuel Etienne, mais Julien Lepers, c'est lui le vrai dans Question pour un champion. Donc oui, vous l'avez compris, Milos Forman est né à Kazlav, en Tchécoslovaquie, et d'ailleurs il est né pendant l'URSS, donc il est né en plein milieu de l'URSS, en plein régime stalinien pour être exact. Il commença sa carrière avec des films dans son pays d'origine, pour être exact il en fera 3, L'As de pique, Les Amours d'une blonde et Au feu les pompiers. Pas forcément par envie, mais après les printemps de Prague, après des mouvements contestataires assez importants autour de ces films, il va être obligé de s'exiler. Il va s'exiler donc aux États-Unis et il va devenir là un vrai réalisateur de renommée. Sans dire qu'à son travail avant était un travail moins intéressant, il est tout autant, mais il avait beaucoup moins de reconnaissance de la part du grand public, tout simplement. Et ça se voit de manière assez forte au niveau dès qu'il arrive à faire Vol au-dessus de nid de coucou, ou même le film qu'on parle aujourd'hui, Amadeus, qui ont pris beaucoup plus de renommée et d'importance en fait dans sa filmographie. Pour remettre en contexte, c'est un mec qui est mort en 2018 et je trouve qu'on n'en parle plus du tout quand on parle de grands réalisateurs. Pourtant, ce Milos Forman est un génie, c'est un excellent réalisateur. Pour remettre même en perspective, là il nous fait un film qui est incroyable, qui est très travaillé sur donc Wolfgang Amadeus Mozart, et pourtant c'était
absolument pas une lubie pour même aller plus loin. Donc c'est inspiré de la pièce de théâtre de Peter Shaffer et il a été traîné un petit peu de force en fait. Il voulait pas aller voir cette pièce, il voulait absolument pas y aller. On lui a dit viens, 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 viens. Il y est allé et là, par ce biais-là, il a dit waouh. Il est resté scotché dès le premier acte donc de cette pièce de théâtre. Il va aller rencontrer Shaffer et Shaffer deviendra donc scénariste, co-scénariste sur le film avec lui et ils vont créer cette magnifique œuvre. Ah, et dernière petite info comme ça au passage, le film se passe à Vienne, dans l'histoire du film, dans la diégèse de celui-ci, mais il a été tourné en grande partie à Prague. Alors, petit fun fact assez intéressant sur le personnage de Milos Forman, c'est qu'il a été professeur dans des écoles de cinéma. Et ouais, ce type a eu beaucoup de monde. Alors, c'est parti pour le name dropping. Catherine Bigelow, Martin Brosselet, Yves Lavandier, Nateshveni Waluruli, excusez-moi, j'ai dû démonter son nom, et James Mangold. Si t'en veux plus, va sur Wikipédia, je t'avoue que c'est là que j'ai trouvé tout ça. Pour ce qui est du tournage, moi je vous invite fortement, je vais vous le mettre en description, il est sur YouTube, alors c'est pour les anglophones, hein, mais vous avez un super making of qui est disponible, donc foncez voir ça, c'est toujours intéressant de savoir comment on a pu construire un film comme ça. Et bon, si vous voulez l'avoir en français, vous m'appelez Bobby Nacha, tu sais, tout ça. Non mais en gros, la chose que j'ai le plus retenue, c'est que ce que vous voyez là, ça a mis quand même 4h30 de travail tous les jours. Le personnage donc, qui joue Antonio Salieri était obligé de se lever à 4h du matin pour pouvoir commencer à tourner aux alentours de 8-9h. C'est bien expliqué dans le making-of et c'est assez fascinant. Ça marche visuellement très bien. Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais je vous conseille d'aller sur Google Images, vous tapez Antonio Salieri Antonio Salieri, excusez-moi, Amadeus, vieilli, vous allez le trouver de suite et c'est vraiment extrêmement pointilleux. On a changé de décor. Ben oui, tu sais pourquoi on a changé de décor? Parce que c'est le moment de t'abonner et de mettre un petit pouce vers le haut. Ah ouais, le pouce bleu, tu le sais. Fais ça pour moi, on n'est pas beaucoup, on est 11 encore et j'aimerais bien que la communauté s'agrandisse. Alors viens, rejoins-nous. Et en parlant de décor, c'est vraiment une des prouesses du film. Oui, les décors, les costumes. Là, nous sommes dans un des opéras principaux de Prague, l'opéra de Thiel, qui est somptueusement filmé pendant tout le film et qui va nous montrer une immersion incroyable. On y croit à 100%, on n'a aucun doute dans quelle zone de l'histoire nous sommes et ça rend le film fondamentalement intéressant. En plus de ça, on a pas mal d'idées de mise en scène à l'intérieur, avec par exemple des couleurs beaucoup plus froides dans les scènes de vie réelle et des choses beaucoup plus chaudes sur l'aspect scénographique, donc c'est-à-dire quand nous sommes face à de l'opéra filmé. Je vous assure qu'il y a des moments où je croyais vraiment être sur Mezzo TV et en train de regarder un vrai opéra. La scénographie est folle, le travail sur l'image est fou. On a vraiment un travail assez incroyable sur comment rendre Mozart comme un personnage qui vit pour la musique. Un peu, vous savez, à la fin de Kill Bill, vous avez Bill qui fait un monologue sur Superman. Et que Superman, en fait, il porte un costume quand il est au Daily Bugle et habillé normalement dans la vie de tous les jours. Mais là, je trouve qu'on a retranscrit la même chose des années auparavant par l'intermédiaire de Mozart et la mise en scène qui est mise en place. Mozart, quand il est comme ça, c'est ça sa vie, c'est lui, c'est le véritable lui. Toutes les autres scènes du film ne sont pas Mozart, elles sont son costume, elles sont son masque. Et ça, c'est incroyablement bien mis en scène. Le film dure 2h50, oui, 2h50, tu l'as bien entendu. Donc tu l'as compris si tu connais un petit peu le film, j'ai vu la version Director's Cut, dans l'art de la galette, tout ça, qui est rallongé de 20 minutes. Mais c'est pas ça qui est forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un film où l'on ne s'ennuie jamais. Il arrive toujours à avoir du rythme, et un marqueur de la temporalité de ce rythme, c'est ces scènes-là. Qu'elles soient menées par Salieri, je crois que ça arrive 2 fois dans le film, et par Mozart, on a des scènes marqueurs de la temporalité qui relancent de manière magnifique à chaque fois le film. C'est quand il mène les orchestres. C'est fondamental dans le film, c'est extrêmement beau et c'est une des grandes prouesses. Moi je trouve qu'un film de 2h50, j'en ai quelques-uns que j'apprécie, mais souvent au bout d'un moment je m'ennuie, je trouve ça long, c'est difficile à garder du rythme. Le film arrive à me captiver pendant tout le long, c'est incroyable. Bon, puis autant qu'on se le dise, musicalement, le film a fait un travail de dingo. Forcément, il y a beaucoup d'œuvres de Mozart qui sont dans le film, ça vous l'avez compris, mais c'est restitué de manière extrêmement intelligente une part de l'inné, une part de ce que vous avez vu en philosophie. Vous savez, c'est l'oreille absolue, ce petit truc où la musique tourne dans la tête de Mozart. Tout le temps, elle tourne, et elle tourne dans l'oreille du spectateur. C'est
extrêmement bien fait. Les moments de silence sont bons moments, les moments de travaux sont aussi au bon moment. C'est vraiment l'une des meilleures immersions musicales que j'ai eues depuis des années. Ça m'a beaucoup fait penser à Phantom of the Paradise, que vous pouvez retrouver juste là, de Brian De Palma, avec ce travail sur la musique, mais en allant encore plus loin. C'est un travail incroyable. Forcément, quand tu fais un film sur Mozart, tu t'attends à ce que la bande son et le travail sur les sons, le sound design, le travail sur la musique soit impeccable. C'est le cas, et là, encore une fois, c'est vraiment très 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 fort. Pour illustrer mon propos, et vu que le film s'est tourné là-bas, je vous propose des images de Prague avec ses monuments, ses ponts, ses soirées, ses stripteaseuses. Oh putain, non. Attends, quoi? J'ai utilisé une image de babysitting pour faire une vanne? Non mais je fais vraiment de la merde. Bon, on va repartir à parler de vrai cinéma, je pense que ça sera mieux. Le film nous parle de la médiocrité tout en nous parlant de l'un des plus grands artistes de tous les temps. On sent quelque chose d'inné en lui, d'inexplicable, avec un rapport à la musique qui est incroyable. Et pourtant, même si sa création musicale dépense l'entendement, eh bien, le film le fait passer pour un médiocre, un incompris. On voit clairement son talent, ça c'est jamais remis en question, c'est même extrapolé à foison. Et pourtant, il ne réussit pas à marquer le grand public. Pour vous montrer ça, la dernière tirade de Salieri, elle montre vraiment ça au maximum. Elle montre que c'est un incompris, et pourtant, la postérité va réussir à lui amener quelque chose d'autre. Cette tirade, c'est « Je parle pour tous les médiocres du monde, je suis leur représentant, je suis leur saint patron, médiocre, où que vous soyez, je vous absous, je vous absous. » Cette tirade nous montre deux choses du coup. On y voit forcément une confrontation entre l'homme et le divin. Moi j'y vois même un peu plus loin une représentation de Jésus en Mozart, personnage unique, doué et capable de se sacrifier pour une cause juste pour lui, la musique. Mozart est représenté comme un messie durant le film et Salieri serait ici Judas, personnage froid, perfide, qui est tellement trahi dans ses propres convictions qu'il va trahir la personne qu'il pense être la plus grande et le plus grand personnage de tous les temps. Et comment ils vont aller pour trahir? Ils vont aller jusqu'à créer l'œuvre ultime de Mozart, qu'ils vont réussir à créer même ensemble, puisque elle va précipiter Mozart ici dans la mort, et celle-ci est le requiem. C'est vraiment une image très fortement appuyée d'essayer de battre Dieu. Salieri essaie de battre Dieu, mais moi je vois plus Mozart comme étant le fils de Dieu, comme étant une représentation de Dieu, que réellement Dieu dans la tête de Salieri. Et ça c'est quelque chose d'important en tout cas, parce que Salieri, il va contre ses convictions propres. C'est quelqu'un qui a été éduqué dans la religion assez forte, et il va aller vraiment contre ça, et il va forcément subir le courroux de la culpabilité. Oui, j'ai dit le courroux, vous irez chercher sur le dictionnaire. Salut, ouais, je suis en plein montage, ouais, ça se voit pas, j'ai tout refait pour toi, et oui, c'est bon, je vais te la donner ta définition. Si vous ne connaissez pas la définition de celle-ci. Et c'est là où le personnage de Salieri vieillit, nous montre vraiment quelqu'un qui a perdu la foi, qui a vu sa foi s'ébranler au cours du récit, qui voit vraiment un véritable chemin de croix métaphysique se créer devant lui. Et moi, je vois un petit peu le spectateur devant le film qui voit ça. Et il faut se rappeler que le réalisateur est lui-même un déçu du système. Salieri est un déçu de la religion et de sa représentation de Dieu, alors que Milos Forman est un déçu de l'URSS, quelqu'un qui a vécu après les printemps de Prague, des grosses déceptions qui ont dû même l'amener à quitter son pays d'origine, ce qui est donc, j'imagine, un petit peu de Salieri, un petit peu de Milos Forman se glisse dans Salieri, et en même temps, il y a aussi un petit peu de Milos Forman dans Mozart, parce que Milos Forman est quand même un touche-à-tout qui est extrêmement talentueux. Pour ce qui est de mon interprétation, n'oublions pas aussi que c'est Salieri qui nous raconte, quelqu'un qui a été élevé extrêmement dans la foi, ce qui pourrait donner des images un petit peu plus puissante et personnalisable sur ça. Ce n'est pas forcément une vérité, encore une fois, le film n'est vraiment pas historique, c'est Salieri qui nous raconte son Mozart, et je pense que pour Salieri, dans cette pièce de théâtre, dans ce moment-là, dans ce film-là, il voit Mozart comme un dieu, comme un demi-dieu, comme peut-être Jésus, comme quelque chose de ce type-là, et il veut le défier, et il va même plus loin que ça, il arrive à le battre. Et il le bat, mais tout en devenant médiocre. Et c'est ça, toute l'idée du film. Alors là, explorateur, tu dois te dire, c'est bon, on l'a trouvé notre bobine, on a tout ce qu'il faut, on arrête l'émission. Et non, Amadeus n'est pas la bobine ultime, et c'est pour 3 choses. Et oui, je fais comme les Allemands,
pour dire 3. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je rate de la NBA. Enfin bref, on s'en fout complètement. Les 3 raisons sont très simples. La première, c'est ça. Je suis désolé, mais quand tu as un rire comme ça, ce n'est pas possible d'être la bobine ultime. C'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas faire autrement, désolé. Deuxième chose, ça, c'est du ketchup. Ça, c'est du faux sang. Il y a un mec, il a interverti les deux. Alors visuellement dans le film, c'est dégueulasse. J'imagine même pas dans son ventre après avoir mangé un hot dog au faux sang. Ça devait être bien chaud. Et la troisième, qui est un peu plus sérieuse, bien entendu, il faut revenir à un moment donné, c'est cette idée d'académisme. Ce film est magnifique, mais il manque de ce petit truc de folie. Cette folie, on parle d'un artiste qui est dans l'inné, qui est dans l'incroyable. Il faut faire quelque chose d'incroyable. Et là, j'ai quelque chose de magnifique tout le long, mais qui n'a pas réussi à me surprendre ou à faire quelque chose d'incroyable à mes yeux. Donc ce n'est pas la bobine ultime, ni pour moi, ni pour les autres. Moi qui décide, c'est ma chaîne YouTube. C'est comme ça. Et surtout, Explorateur, on va y retourner, on va y aller, on va trouver ça à dans 2 semaines pour une nouvelle bobine ultime. Et n'oublie pas,